Alors, ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui, c'est un chapitre assez compliqué, comme vous allez le voir, qui est quelle est la faute pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz. Il a frappé sur le rocher, au lieu de lui parler. Voilà, donc on termine le cours. Au revoir tout le monde, il n'y a pas de problème, circulez, il n'y a rien à voir. Merci, voilà, c'est pour ça que je fais un cours d'une heure, pour essayer de dire que c'est pas si évident que cela. Alors, l'histoire du rocher se trouve dans Parshat Rukat, dans le Perek Chaf, le Pasuk Yudbet Yudgimel. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, Ya'an lo ha'emantem bi la'akdisheni le'nei bnei Israël, lachen lo taviu et hakal hazeh el haaretz asher natati lahem. Hashem déclare à Moshe et Aaron, Ya'an lo ha'emantem bi la'akdisheni, puisque vous n'avez pas donné à avoir de la émouna en moi aux yeux des bnei Israël, c'est pourquoi vous n'amènerez pas cette communauté, cette assemblée, dans la terre que je leur ai donnée. D'accord ? Puisque vous n'avez pas donné émouna en moi, ça veut dire que si, au lieu de frapper le rocher, vous lui avez parlé, vous auriez démontré que le rapport que l'homme peut avoir avec la nature, c'est pas un rapport il faut le frapper, être le plus fort, c'est pas un rapport de force qui fait que l'homme impose ses mérites par rapport à la nature, ce qui est une façon déjà assez exceptionnelle de provoquer du miracle. Vous voyez, dans Parashat Beshalach, qu'on va lire ce Shabbat, on voit que Moshe, au début des 40 ans, dès le départ, il avait l'ordre de frapper le rocher. Donc ça veut dire que c'était encore un moment où il fallait arriver à prendre le dessus sur la réalité de la matière, il fallait créer contre cela la réalité des mérites de l'homme. Et l'homme peut, à cette condition d'avoir assez de mérite, à la condition d'avoir assez de mérite, triompher de la matière. Mais à la fin, dans Parshat Rukat, c'est à la fin des 40 ans, on est passé à un shlav supérieur, à un échelon supérieur. C'est beaucoup plus que même la parole de l'homme, ça veut dire la volonté de l'homme, impose déjà la nature. D'accord ? Ça montre encore beaucoup plus un triomphe de l'homme sur la nature. Et comme Moshe Rabbeinu a fini par frapper le rocher, donc il n'aura pas montré, il n'aura pas fait la preuve, il ne les a pas fait atteindre cette dimension, il n'a pas mérité de rentrer en Eretz. Rachi sur place. Qu'est-ce qu'il dit ? Yan lo emantem bi, gila hakatu she'ilule chetze bilvad, hayu nichnasim laaretz. Rachi, verset nous révèle que sans cette seule faute uniquement, chez Iloulé Chetze Bilvad, s'il n'y avait pas eu cette faute uniquement, Bilvad, il serait rentré en Eretz. D'accord ? Et pourquoi mais Rav, attention, je vais dire ton nom, il va être enregistré sur les... C'est bien. Alors, et pourquoi on nous l'a révélé ? Parce que c'est un problème un peu. Hachem n'a pas l'habitude d'aller publier les fautes des grands hommes. C'est une histoire un peu privée entre lui et les grands hommes. Et ici, il est en train de dire, voilà, c'est ça la faute. Oui. Alors, le Midrash dit que c'est comme un homme qui est marié avec deux femmes. Et une de ces femmes, elle a un comportement débauché. Et la deuxième, elle a profité de fruits de Shemitah quand ils n'étaient pas encore mûrs. Ça veut dire, c'est beaucoup moins grave, il s'est fâché contre les deux, le mari, et les a chassées toutes les deux. Alors, celle qui a fauté en ayant mangé des raisins qui n'étaient pas tout à fait au point, alors que la 7e année, on ne peut profiter que des fruits sur leur forme la plus réalisée. On n'a pas le droit comme ça de faire du baltachrit spécial à la 7e année, de ne pas utiliser les fruits au mieux de leur forme, d'accord ? Comme par exemple un aliment d'homme, on n'a pas le droit de donner aux animaux. Vous voyez, parce que c'est les dégradés, si ça peut être un aliment pour les hommes, pour les animaux, c'est moins utilisé, pas maximaliser les ressources de la 7e année.
Alors comme cette femme, elle a fait ça, c'est une faute quand même beaucoup moins grave que l'autre qui a eu un comportement pour lequel il l'a rejeté, n'est-ce pas? Alors elle a insisté, elle a dit, s'il te plaît, dis-moi quand tu me rejettes, Marc, c'est parce que j'ai fait telle et telle faute. Pourquoi? Pour que les gens ils n'aillent pas se dire, ben, j'ai la même faute que l'autre. Alors pour que on n'aille pas imaginer que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz parce qu'il était inclus dans la faute des Meraglim, pour laquelle ils ne sont pas rentrés en Eretz, pour qu'on n'aille pas imaginer une chose pareille, c'est une faute quand même très grave, c'est une révolte contre Hachem, une désobéissance très grave. Alors, on la Torah, pour son bien, elle lui dit, tu sais ce qu'il a fait, c'est juste frapper le rocher au lieu de lui parler. Bon, il a désobéi à Hachem. Quelque part, elle a fauté cette femme du Midrash, n'est-ce pas, de ne pas avoir attendu que les fruits aient mûri. Mais ça veut dire que c'est pas une faute qui est comparable avec l'autre. C'est pour ça qu'on désigne ici la faute de Moshe. D'accord? Et la reine lo taviou, c'est pour ça que vous n'amènerez pas, dit Rashi, bishua, que mauve la reine ishbati, le beiteli, etc. Que le langage de la reine, c'est un langage de... Et c'est pourquoi c'est un langage de choix. D'accord? C'est un langage de choix. Il y a des preuves pour cela, des exemples dans lesquels on voit que quand on dit la reine, ça va être comme ça. C'est pourquoi on insiste. Donc ici, on voit que c'est ça ce qui a scellé le sort de Moshe Rabbeinu, que puisqu'ils n'ont pas fait ça, alors la reine, c'est bien pour ça, comme si on insiste là-dessus, ça c'est fini. C'est un point irréversible. Ok? Vous pourrez vous demander pourquoi alors Moshe, à la fin de sa vie, a encore voulu prier dans Vaïtranan, Parchat Vaïtranan, pour pouvoir rentrer en Eretz. Ça, c'est un autre problème. D'accord? Bien. Donc ici, il est très clair que ce qu'on a dit au départ, ce que vous avez dit au départ, c'est parce qu'il a frappé le rocher. Tout le monde connaît ça. Ouais? Ça a l'air d'être simple. Cependant, si on regarde la fin de la Parchat Shemot, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la Parchat Shemot? On en a parlé l'autre jour. C'est que Moshe a été envoyé par Hachem chez Paro pour sauver les Bnei Israël. Et quand il est allé chez Paro, en train de lui dire « Laisse-nous partir pour faire des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu », il dit « Mi Hachem Asher Veshbakol » Qu'est-ce que vous racontez comme fadaise? Mais vous avez la tête qui est mal tournée. Vous regardez trop des émissions à la télé, vous, hein, si on peut dire. Hein, vous perdez votre temps avec de la fumisterie, mais c'est quoi votre... Ça veut dire que vous n'êtes pas bien occupé. Quelqu'un qui commence à s'intéresser à des stupidités, ça veut dire qu'il a du temps libre. Eh bien moi, je vais vous occuper votre temps. Et donc, à ce moment-là, il décrète que les Bnei Israël doivent non seulement continuer à produire le même nombre de briques que ce qu'ils faisaient par le passé, mais en plus prendre la charge de ramasser la paille pour les fabriquer. D'accord? Et ça, ce surcroît de travail était inhumain, c'est pour ça que les capots juifs, c'est-à-dire les intermédiaires juifs, les chautrets Israël, les policiers qui étaient juifs, ont attrapé des coups parce qu'ils n'avaient pas à cœur de frapper les Bnei Israël pour qu'ils accélèrent les cadences. D'accord? Et donc Moshe s'est fait apostropher par Datan Vaviran, qui lui ont reproché, mais tu veux faire mourir ce peuple? Et Moshe, il souffre tellement de cet état, de cette souffrance des Bnei Israël, de cette révolte justifiée quelque part des Bnei Israël. Il lui dit, Lama Areota la Hamazé, pourquoi tu as fait du tort à ce peuple, que non seulement, quand tu m'as envoyé à Tsello Itzalta, sauver, tu ne les as pas sauvés, non seulement ça, mais en plus, la situation est encore pire. Alors pourquoi tu me prends comme? D'accord? Moshe, là-dessus, il est en train de faire le procès d'Akadosh Baruch Hu. Hein? Alors, Rashi, là-dessus, sur le premier pasouk du Perek Vav, Vayomer Hashem el Moshe, Ata tir'e, Asher esse le paro. À présent, dit Hashem à Moshe, tu peux voir ce que je vais faire à Paro. Moi, j'explique ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire à présent? À présent, maintenant. Moi, j'explique ça comme ça, que maintenant que tu comprends que tu n'y comprends rien, maintenant tu peux comprendre. Ça fait un peu jouer sur les mots, mais ce n'est pas un jeu de mots, n'est-ce pas? Maintenant que tu prends conscience, que tu comprends, que tu n'y comprends rien, que Hachem,
c'est pas une formule qu'on peut déjà prévoir comment ce qu'Hachem il fonctionne. Comme si nous, on est au-dessus d'Hachem pour arriver à comprendre qu'Hachem, on peut l'enfermer dans des formules et on comprend comment il fonctionne, etc. On peut décider, ben, c'est maintenant que Hachem il doit les faire sortir, etc. Maintenant que tu comprends, que tu n'as rien compris, maintenant tu peux voir, maintenant tu peux comprendre. Mais tant que tu as l'impression que tu es en train de comprendre Hachem, et que tu peux discuter sur Hachem, et faire le procès d'Hachem, tant que tu crois ça, tu peux pas conduire ce peuple. D'accord? Tu ne peux pas voir ce qui va se passer. Mais le Midrash, la Gemara, souligne autre chose dans ce hata, à présent. Qu'est-ce que ça veut dire à présent? Hachem dit à Moshe, ça, le présent, tu le verras. Ce que je vais faire à Paro. Rachi de dire, écoutez bien, Hirarta al midotai, tu as remis en question mes comportements. Et ça, c'est pas comme Avram Avinu, c'est pas comme Yitzhak, c'est pas comme Yaakov. Les Avot, on leur disait quelque chose, quelle que pu être la difficulté de le croire, ils ont toujours accepté. Avram Avinu, on lui a promis la terre, au moment cruel où il va enterrer Sarah, il doit commencer à faire des négociations avec une espèce de voyou, Rivi, qui va lui extorquer des sommes fabuleuses et tout, et il faut prendre le temps, il faut faire les choses, agir, alors qu'il y a le corps de Sarah qui est là devant lui, c'est une horreur, et Hachem lui a promis la terre. À quoi ça me sert de promettre la terre si maintenant Sarah elle est devant moi dans une situation pareille? Ouais. Avram, quelle est la réaction d'Avram? Rien. Rien. Quand on demande de sacrifier Yitzhak, on lui a promis Yitzhak, il accepte. Yitzhak lui-même, on lui a promis la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès qu'il trouvait de l'eau, les ressources à l'époque, ce n'était pas du pétrole, ouais, c'était l'eau. L'eau, c'était la vie. Eh bien, dès qu'il trouvait des puits, les Plishtim, qui étaient jaloux, lui comblaient les puits qu'il faisait, et tout ça. Il n'a jamais fait un procès à Hachem. Il dit, mais tu m'as dit que tu vas être avec moi, que tu me bénis, etc. Mais rien dit. Yaakov, il a dû acheter une terre extrêmement chère pour établir son corps. Mais il y a de quoi faire des procès à Hachem. Les Avot, Chaval Adi Abdin Velo Mishtakrin, comme il dit là-bas, c'est dommage qu'il y en a qui ont disparu, on n'en trouve plus des comme ça. C'est un gros reproche fait à Moshe. Les Avot, on leur disait quelque chose, ils prenaient les promesses, et ils remerciaient pour les promesses, et ils discutaient absolument pas, ils avaient une émouna shlema. Toi, tu commences tout de suite, machin, pourquoi tu n'as pas fait, mais tu vas m'envoyer, je devrais voir quelque chose, et je vois juste le contraire. Alors, le fikar a tiré. C'est pour ça que maintenant, tu vas voir, c'est-à-dire, et à souille le paro tiré, ce qui sera fait à paro, ça tu le verras, vele lo et à souille le malché shiva umot, que chez aviem la aretz. Mais pas ce qui sera fait au roi des 7 peuples, lorsque j'amènerai ce peuple en Eretz. Voilà. Ça, c'est la première grosse question. C'est marqué en toutes lettres ici que puisque tu as remis en question, tu as manqué de émouna dans ta façon, tu n'as pas accepté ce qu'Hachem a dit, oui, et tu as commencé à juger Hachem, c'est pour ça que tu n'emmèneras pas ce peuple, et ce que tu verras, c'est maintenant ce qui va se passer maintenant, oh tu sais, tu auras la réponse, hein. Tu vas voir maintenant comme le paro, il va se dépêcher de faire sortir les Bnei Israël beaucoup plus que tu n'aurais jamais imaginé. Qu'il va vous réveiller la nuit pour que vous preniez vos clics et vos claques, que vous déménagiez à toute vitesse, vous prenez tout ce que vous voulez et filez, mais surtout vous sortez, tellement il sera pressé de vous faire sortir. Ouais. Mais ça tu le verras, tiré. Après, le présent tu vas le voir. Mais ce qui va se passer par la suite, non. Sous-entendu, la suite tu la verras pas. Donc on voit déjà que Moshe Rabbeinu a déjà été sanctionné parce qu'il a fait le procès d'Hachem. Alors c'est difficile, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est la faute uniquement qui a eu lieu à la fin des 40 ans, quand il a frappé le rocher, au lieu de lui parler. C'est marqué en toutes lettres dans Rashi, c'est à cause de ça exclusivement. Et le même Rashi ici nous dit, maintenant tu vas voir ce qui va se passer, maintenant tu vas le voir, tu vas voir que
tes questions, tu vas voir comment je les fais sortir. Tu vas voir comment ça va se dérouler. Tu vas voir quand je décide quelque chose à quelle vitesse, il n'aura de cesse de vous jeter hors du peuple. Il ne voudra même pas vous garder une seconde dans son pays. Ouais? Mais la suite, tu ne la verras pas. Ok? Grosse difficulté. Alors c'est laquelle faute? Hein? Bien. J'ai encore une question que je trouve encore pire, plus grave. C'est quand Hachem s'adresse à Moshe au début pour l'envoyer pour sauver le peuple. Et vous voyez que Moshe Rabbeinu, tous les prétextes, je traduis ça prétexte avec des guillemets, tous les prétextes sont bons, je peux pas, je suis pas, pourquoi j'irai chez Paro, et puis je bégaye, et puis pourquoi j'irai pour le peuple, et quel est le mérite du peuple, et puis il y a mon frère, et puis etc., et puis surtout ne pas y aller. Hein, comme ça on a cette impression que Moshe fait de la résistance. D'accord? Alors, un des éléments que Moshe apporte, c'est le suivant. Vayomer bi Hashem, shelachna biyat tishlach. Il lui dit, de grâce, mon maître, envoie donc dans la main biyat tishlach, dans la main de celui que tu envoies, que tu vas envoyer. Une phrase un petit peu difficile, c'est qui, quoi, de quelle main il s'agit, de pas par l'intermédiaire de quel envoyer, on va le faire, hein? Mais Moshe il dit, pourquoi tu veux m'envoyer moi? Envoie par celui par qui tu envoies. Je ne comprends pas très bien. Alors Rachid donne deux explications. Biyad bishata ragil lishloach, par l'intermédiaire de celui que tu as l'habitude d'employer, vehu Aaron. Et ça c'est Aaron. Aaron déjà était en Égypte et prophétisait déjà au nom d'Hachem au Bnei Israël qui était en Égypte. D'accord? Donc il dit aux mains de quelqu'un par qui tu vas envoyer. Mais en vérité, c'est une réponse un peu insuffisante. Pourquoi? Parce qu'on n'avait qu'à dire directement les choses. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On a dit, envoie s'il te plaît dans la main de ton envoyé. Ou encore mieux, envoie donc par la main d'Aaron. Donc ça veut dire, ça appelle une autre explication. D'accord? C'est pour ça qu'il y a Davar Acher. Et Biyad Asher Tirtse Lishloach, par la main de quelqu'un que tu voudras envoyer, surtout pas moi, ça veut dire. Pourquoi? She'ein sofi la'achnisam la'aretz v'liot go'alam la'atid. Car ma destinée, ma fin, n'est pas de les faire rentrer en Eretz et de les sauver par la suite. Yesh lecha shluchim arbe, tu as beaucoup d'envoyés. Envoie par qui tu envoies. Qu'est-ce que tu as besoin de passer par moi? Moshe, il dit quelque chose de terrible. Il dit, pourquoi tu vas envoyer par moi? Un, il y a Aaron. Bon. Deuxième proposition. Moi, de toute façon, j'arriverai pas. Moi, je ne vais pas mener cette mission au but, à son but, à son terme. Alors, moi, je ne pourrais pas les amener et les sauver. On ne dit pas les sauver et les amener. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de les faire sortir d'Égypte et de les faire rentrer en Eretz. Et moi, je ne suis pas destiné à les faire rentrer en Eretz ou le Galam Latid et de les sauver par la suite. Donc on parle de la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Alors, donc, dit Moshe, pourquoi prendre un émissaire qui ne pourra pas assumer la charge jusqu'au bout, donc quelqu'un qui pourra mener la mission à bien, que ce soit Aaron ou bien quelqu'un d'autre? Est-ce que vous voyez la difficulté de cette explication, mesdemoiselles? Quelle est la difficulté? Bon, ben c'est ce que je vous donne. Alors, les autres, expliquez-lui. Expliquez à Rebecca. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la difficulté? Pourquoi il demande à Aaron ou pas? Pourquoi à Moshe comment Moshe pouvait savoir qu'il allait... Voilà. Comment Moshe sait ça? D'où est-ce qu'il sait comment ça finira cette histoire? Très bien. Mais c'est juste. Hein, tu comprends cette question. Mais il y a une question pour moi qui est plus immédiate. C'est qu'on voit
qu'en vérité, dès le début, le sort est déjà scellé. C'est fini. Moshe, il ne les amènera pas. Pourquoi il le sait, pourquoi on lui dit c'est notre paire de manches, mais dès le départ, quand on s'adresse à lui, il dit je ne veux pas y aller parce que c'est une mission, à faire une demi-mission, fait quelqu'un qui fait la mission jusqu'au bout. N'est-ce pas? Alors le problème il est, mais alors donc ça veut dire que dès le début il ne devait pas rentrer en Eretz. Alors là c'est, c'est la tête qui va nous tourner déjà. Alors on ne sait plus. Au départ, on nous dit le truc qui est très connu parce qu'ils ont frappé le rocher. Rachid dit très clairement, c'est à cause de cette faute-là uniquement. Ensuite, on remonte dans l'histoire, dit mais non, mais dès qu'il a parlé à Hachem, quand au début de sa mission, déjà il dit tu verras ça, mais tu verras pas la suite. Et pire que ça, dès le début, il sait déjà qu'il n'y arrive pas. Alors ça veut dire que c'est pas l'homme qui les amène en Eretz, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte parce qu'il a frappé le rocher, des trucs c'est pas vrai. Dès le début, c'était déjà apparemment déjà fini. Vous voyez les difficultés? Bien. Il y a encore deux textes que on va rapporter dans l'histoire. C'est que dans Parashat de Shalach, c'est marqué Teviemo vetitaemo bar nachlatra. C'est marqué dans Kriyat Yamsouf que Moshe déclare tu les amèneras et tu les planteras, ça veut dire qu'ils prennent racine, qu'ils s'installent, Behar Nachalatra, dans la montagne que tu donnes en héritage. Ouais, dans le Har Tzion, quoi, hein, la montagne du Yerushalayim. Alors, Rashi souligne, tu les amèneras, Nitznabe Moshe, Shelo Yikanes la Haaretz. Moshe prophétise qu'il ne va pas rentrer en terre, dans la terre. Le Karlo Nemar te vieno. Voilà. C'est pour ça pas marqué tu nous amèneras, mais tu vienno. Tu les amèneras et tu les implanteras. Te viemo vetitaemo, pas te vienno. C'est pas marqué tu nous amèneras. Donc Kriyat Yamsouf. Il ne dit pas tu nous amèneras, mais tu les amèneras. C'est pas marqué tu nous planteras, tu nous feras trouver nos racines en Eretz, mais tu les feras. Et Rachid dit, là, Dieu, il prophétise qu'il ne rentrera pas en Eretz. Ah, je dis, ça c'est aussi avant de parler le rocher. Vous voyez? Hein, ça... Bon, comme si c'est vrai que c'est fini, quoi, son sort est scellé. Un dernier texte, je m'excuse d'avoir 4 textes de la Torah, le 5e texte, c'est au moment où Yitro les a rejoints, après Matan Torah, et Yitro a l'intention de repartir en Midian pour convertir les siens. Donc lui, il a aussi compris la grandeur de la Torah, il veut repartir, il veut les convertir et les ramener à la Torah. Oui. Et Moshe essaye absolument de le retenir. Il dit, tu fais mieux pour nous, tu es plus essentiel que ce que tu ferais comme travail par ailleurs, reste avec nous. Alors, le texte, c'est dans Baalotra, Yud, Pasuk Kaftet, Vayomer Moshe le Chovav ben Ruel à Midiani, Choten Moshe. Moshe déclare à Chovav ben Ruel, le Midiani, beau-père de Moshe, Nosim anachnu el hamakom asher amar Hashem oto etel lachem. Nous partons, nous sommes sur le départ vers l'endroit qu'Hachem nous a dit oto etel lachem, je vous le donnerai. Le chaïtanu. Alors, va avec nous, vetamnu lach. Et nous saurons te faire du bien, qui Hachem dit Bertov à l'Israël, car Hachem a promis du bien à Israël, et on t'en fera profiter. D'accord? Bien. Il y a quelque chose de bizarre. Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre dans ce verset? Non? Je le redis. Donc il essaie de convaincre à Yitro qu'il est de son intérêt et des intérêts des Hébreux qu'ils voyagent ensemble, qu'ils restent ensemble. N'est-ce pas? Alors, Moshe dit à Chovav, etc., son beau-père,
nous voyageons vers l'endroit qu'Hachem a dit, je vais vous le donner. Viens donc avec nous. Non? Abigail? Là, il s'exclut en se rentrant. Pardon? Il s'exclut et après il se rentre Oh! dedans. Très bien, Béla. C'est très bien, Béla. Nosimanachnu, nous voyageons. Avant, il dit, Teviemo, Betitaemo, rentre-les et ceux qui prophétisent qui ne rentrent pas. Maintenant, après Matan Torah, il parle à Yitro, il dit, nous allons partir. Nous allons. Alors, Rashi dit, Miad, Achlosha Yamim. Ça veut dire ici, dans 3 jours, on part tout de suite, on va s'ébranler, pour dans 3 jours, Anunichnasim Laaretz, on rentre en Eretz. Pourquoi parce que c'est marqué pas Holchim Anachnu? Si on avait dit Holchim, expliquent les commentateurs, nous allons, alors ça peut être quelque chose de long. D'accord? Ça, on ne sait pas quand ça termine. Mais Nosim, c'est Masot. Masot, c'est des étapes. Ça, la prochaine étape, on est en Eretz. Ils sont au bord d'Eretz. Chez Bemassazé, Arishon, Nassou al-Manat lachnitza l'Eretz Israël. Il démarre maintenant pour entrer en Eretz. Ça, c'est la dernière étape. L'arrivée du Tour de France. D'accord? Et là, Shechatou Amitonunim. Mais il y a une faute, c'est que les Hébreux, ils sont toujours impatients, ils sont toujours en train de juger Hachem et de ne pas comprendre pourquoi il y a tellement de malheurs qui s'abattent sur eux. Et alors, ils n'arrivent pas à l'admettre. Et quand ces 3 jours, Hachem, il va faire le forcing, parce que tellement il veut qu'il rentre en Eretz, mais marcher pendant 3 jours, c'est fatigant, il y a une famille, il y a des familles, il y a des déménagements, c'est terrible et tout, et les gens, ils se révoltent. Ils veulent pas. Vous comprenez? Alors donc, c'est ça qui va faire que, maintenant vous allez tourner jusqu'à la fin des 40 ans. Hein? Mais en principe, il devait y aller. C'est après Kriyat Yamsouf, ça. Hein? Umiplema shitef Moshe atzmo imahem. Et pourquoi est-ce que Moshe il s'inclut? Puisque d'abord, a priori, il ne devait pas y aller. Parce que le décret n'était pas encore pris, et il pensait qu'il allait rentrer. Alors là, vraiment, on perd son latin là-dedans, ou son hébreu. Hein? Vous voyez, parce que la xéra, on peut encore essayer, espérer faire quelque chose. Bon, si je vous redis les différentes étapes. Dans le Perek Dalet de Pshachmot, la première fois, dès qu'Hachem essaie de convaincre Moshe de partir, Moshe dit, mais rentrerait pas en Eretz, choisis quelqu'un de mieux. Donc il sait dès le départ qu'il rentre en Eretz. Je ne sais pas pourquoi, d'où il le sait, mais dès le départ, il dit qu'il ne rentrera pas en Eretz. Ok? Donc c'est déjà dès le début, on n'a pas besoin d'attendre la fin des 40 ans qu'il frappe le rocher. Première étape. À la fin de Parshat Shmot, c'est marqué que quand Moshe a fait le procès d'Hachem, c'est marqué que maintenant tu verras, mais tu ne verras pas la suite. Donc on sait déjà que c'est fichu. Dans Kriyat Yamsouf, à la fin de la Shira, c'est marqué tu les amèneras et tu les planteras, les implanteras en Eretz. Oui, il s'exclut. Donc il prophétise qu'il ne rentrera pas. Tout ça a l'air d'être clair. Mais l'étape suivante, un peu plus tard, quand ils ont été 1 an après Matan Torah et tout ça, il dit que nous allons partir en Eretz. Et il s'inclut là-dedans. Ouais, parce qu'il pensait que ce n'était pas encore quelque chose de verrouillé, qu'il pouvait encore... la xéra n'était pas encore décidée. Et ça, c'est dans les premiers temps d'Eretz, des 40 ans. Mais à la fin des 40 ans, à Choukat, c'est là-bas, c'est la dernière paracha avant de commencer à rentrer en Eretz, là-bas c'est marqué que parce que Moshe a frappé le rocher, pour cette seule faute, il ne rentrera pas en Eretz. Vous voyez un petit peu la difficulté, on a l'impression, on ne sait pas quelle est l'étape. Comment est-ce que Rashi peut dire c'est seulement parce qu'il a frappé le rocher qu'il ne va pas en Eretz, alors qu'on voit que même c'est parce qu'il a jugé Hachem, il a fait un procès à Hachem, et même dès le départ, Moshe savait de toute façon qu'il ne rentrait pas. Et on voit que c'est vrai, puisqu'il prophétise dans Kriyat Yamsouf qu'il ne rentrera pas. Mais ça n'empêche pas de s'imaginer qu'il va, oui, rentrer
quand il parle à Yitro un peu plus tard. Oui, ça n'y rien comprendre. Il rentre pas, sur quoi il rentre, quelle seule faute qu'il a faite. D'abord, il était condamné dès le début, on a l'impression. Après, voilà. Alors, il y a un commentateur très classique de Rashi qui s'appelle Siftei Chachamim, que vous avez en bas du texte. Alors, le Ikar Siftei, pas le Ikar Siftei, le Siftei Chachamim, dans sa version entière, explique un peu comment ça se passe. Et son commentaire se trouve sur le Rashi de Baalotra, quand il dit « nous allons voyager ». Alors il demande comment ça se fait que Moshe Rabbeinu peut dire à Yitro « nous allons voyager », alors que dès le début, il disait « mais moi je ne rentrerai pas en Eretz ». D'accord? Il compare l'étape numéro 4 à l'étape numéro 1. L'étape numéro 4, où il dit à Yitro, ben on va partir, comme il s'inclut là-dedans. On va rentrer en Eretz. Comment ça se fait qu'il peut lui parler comme ça? Alors que la première fois, dès qu'Hachem s'adressait à lui, il disait déjà, dans Shmot Dalet, Perek Dalet, c'est déjà marqué que moi j'ai choisi quelqu'un d'autre, moi je ne rentrerai pas. Alors, le Siftei Chachamim, il dit, c'est que Moshe pensait qu'il ne va pas faire rentrer les Bnei Israël en Eretz, mais que lui, individuellement, il pourrait rentrer. Pendant tout ce temps, Jusqu'à la fin, quand il frappera le rocher, mais il imaginait encore que bien que c'est pas lui qui conduira les Bnei Israël en Eretz, ok, mais peut-être, on voyage, mais on va y aller, peut-être attirer, pas pour amener le peuple, mais pour aller avec eux. Oui, on ne voit pas tellement, a priori, qu'est-ce qu'il a gagné tellement là-dessus. Le sort individuel de Moshe, c'est un problème individuel de Moshe, ce n'est pas notre problème à nous, n'est-ce pas tellement. On a le problème des Bnei Israël, mais bon, qu'est-ce qu'on nous parle de la Torah là-dessus? Voilà. Maintenant, il dit oui, mais d'accord, mais après c'est marqué qu'il était puni, qu'il ne verra pas la guerre des rois de Canaan. Et maintenant, après, il va nous dire, on va y aller, je vais rentrer individuellement, ça ne marche pas. Alors il dit, c'est marqué que je ne verrai pas la guerre des rois. Ça ne veut pas dire que je ne rentre pas en Eretz, parce que la guerre des rois, contre les 31 rois d'Eretz, c'est une guerre qui a pris 7 ans. Il y a 7 ans de kibouch, 7 ans de conquête, et 7 ans de yishuv. Alors quoi? Mais rentrer en Eretz, d'accord, et après je mourrai. Mais rentrer en Eretz, il pensait qu'il pourrait rentrer en Eretz. Pas amener le peuple, ok. Pas voir la guerre des rois, qui se passera après, mais au moins rentrer en Eretz. Et apparemment, le fait de rentrer en Eretz, Moshe a vraiment besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'à la fin de la vie de Moshe, Hachem lui le montre sur Arnevo et dit regarde le pays. Et il lui montre Eretz. Comme si c'est important que Moshe puisse voir Eretz. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas une agence de voyage, hein, c'est pas une agence de voyage, je dis regarde ce que tu rates, regarde là où tu dois rentrer, regarde là où tu aurais normalement mérité de rentrer, je ne sais pas sur quel ton on le dit, mais qu'est-ce que... donc c'est important de rentrer en Eretz, même sans rien y faire, rien que de rentrer en Eretz, peut-être pour enterrer là-bas, peut-être, je ne sais pas, mais bon. Ah, mais il y a encore un problème, dit le Siftei Chachamim, c'est qu'après, c'est marqué dans Kriyat Yam-Souf, il a prophétisé que tu les mettras et tu les implanteras là-bas. Alors c'est pas vrai. Si moi, individuellement, je rentrerais que rentrer, il n'aurait pas dû dire, tu viens, tu les amèneras là-bas. Puisque moi aussi, tu m'amènerais là-bas. Pour mourir, mais tu m'amènerais là-bas. Avant la guerre des rois. Alors il dit, ça c'est une prophétie que Moshe a faite, mais Niba velo yadam aniba, il a prophétisé sans s'en rendre compte. Bien, ok? Je dirais que là, je ne comprends pas très bien, quoi. C'est un peu faire de la technique, je dis. Et comment on se débrouille avec les textes? Bon, ça, on peut expliquer ça comme ça, ok. Et ça, on explique ça comme ça. Ça, il a prophétisé, mais cette prophétie, bon, il fait une prophétie dont il ne se rend pas compte. Je ne sais pas pourquoi on fait des prophéties dont on ne se rend pas compte. Quel est l'avantage que dans la Torah, il y a des prophéties dont on ne se rend pas compte? C'est pour dire quoi? Pour dire qu'Hachem, il avait bien prévu dès le début. Hachem, il n'est pas en train de vous dire, je vous l'avais bien dit.
Il n'a pas besoin de dire des trucs dont personne ne se rend compte. Hein, personne ne se rend compte, mais Hachem, il l'a dit. Bon, attends, ça arrive plusieurs fois, mais c'est un problème. Pourquoi est-ce qu'on dirait des choses qui ne veulent rien dire, enfin qui ne veulent rien dire pour les gens, que nous on remarque même pas, que nous on sait pas. Quoi, simplement parce qu'Hachem, il aurait le plaisir de lui dire, ah ben je vous l'avais bien dit. Hachem, il n'a pas un caractère comme ça. Vous comprenez? Je ne sais pas ce qu'il... Bon. Le Maharal explique les choses autrement. Le Maharal dit, que, en vérité, Moshe a eu la prophétie, dès le début, qu'il ne rentrera pas en Eretz. Mais vous savez, dans une Xéra d'Akadosh Baruch Hu, elle est plus ou moins difficile à être changée. Ça peut être difficile à être changé d'après la force de cette Xéra. C'est-à-dire, tant qu'il y a une prophétie qui ne va pas rentrer en Eretz, mais cette prophétie, elle n'est pas diffusée. Moshe, il entend un truc comme ça, personne n'en parle. Ok? Ça, c'est même si c'est une prophétie, alors c'est une prophétie qu'on peut assez facilement, relativement, faire tchouva et tout, et demander de rentrer quand même en Eretz. C'est pas verrouillé. La deuxième, quand il a fauté avec Paro, bien que c'est vrai qu'on voit qu'il y a une faute pour laquelle il ne rentrera pas en Eretz, mais ce n'est pas affirmé directement non plus. C'est marqué seulement, ça tu vas voir. Alors nous on entend, donc tu ne verras pas la suite. Mais ce n'est pas marqué, ce n'est pas une Xéra d'Akadosh Baruch Hu qui est déjà affirmée. Elle est sous-entendue. On l'entend bien, mais elle n'est pas affirmée. Donc c'est encore quelque chose qui peut être. Voilà. Et maintenant le Maharal il va dire, alors comment ça se fait qu'une fois il dit tu les implanteras, et alors qu'après il va dire nous allons rentrer. Alors il dit comme ça. Quand on est sur le mode de la prophétie, c'est-à-dire que Moshe parle à Hachem, il ne peut pas dire tu me feras rentrer. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui a dit tu ne rentres pas. Donc à celui qui t'a dit que tu ne rentreras pas, tu ne peux pas lui dire j'ai oui rentré. Mais Moshe, quand il parle à Yitro, il ne parle pas à Hachem. Il dit, ah ben, je peux rentrer parce que peut-être Hachem il a fait sauter la Xéra. Il y a toujours la possibilité, tant que cette Xéra, elle n'est pas verrouillée à double tour, il y a encore des possibilités. Mais par rapport à Hachem, Moshe ne peut pas dire, tout nous fera rentrer, puisqu'Hachem lui a dit, tu ne rentreras pas. Sauf que Moshe sait, lui, à titre personnel, qu'avec la tfila, la tchouva, les choses, elles peuvent changer, c'est pour ça qu'il dit, jusqu'à ce que les choses soient définitivement verrouillées, qu'Hachem, il jure, vous ne rentrerez pas. C'est le rocher. D'accord? Bien. Alors le Maharal, la vérité, il me dérange pour deux raisons. Il me dérange, parce qu'il n'explique pas les choses. J'ai aussi l'impression que c'est de la technique. Il dit, pourquoi ici tu dis comme ça alors que là-bas tu vas dire comme ça, et pourquoi ça sera cette faute alors qu'il y a une autre faute, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Alors on a l'impression que c'est des techniciens, des acrobates de l'étude du texte qui essayent de dire oui, ça peut être compatible, on peut le dire comme ça, quand on parle à Hachem, on ne peut pas dire qu'on ne rentre pas, mais en vérité on peut se dire qu'on peut y rentrer, oui, mais on n'explique pas la raison des choses. Vous comprenez? Je vois pas. Et pourquoi c'est comme ça? Oui. Et surtout, son histoire de dire que comme Moshe dit, moi je ne rentrerai pas en Eretz. D'où est-ce que Moshe sait ça? Alors, Maharal dit, c'est une prophétie. Mais je ne vois pas d'abord, je ne vois pas une raison d'être de ces. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem il a besoin de l'informer là-dessus? Bien qu'Hachem il le sache par avance, mais qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire? Quoi, il veut lui casser le moral dès le début? Qu'est-ce qu'Hachem il va avec ça? Et ensuite, je ne vois pas un endroit dans lequel Hachem lui a dit ça. C'est comme parce que nous, on a vu la réaction. Nous, on a vu la réaction de Moshe de dire envoie par la main de qui tu envoies. Alors nous, on se demandait pourquoi c'est comme ça, parce qu'il se dit il ne va pas rentrer en Eretz. Hachem lui a dit. Mais quand est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi il lui a dit? Quel est l'intérêt qu'il lui dit? On ne voit pas du tout à quoi ça correspond. Vous voyez? Et ça me dérange vraiment beaucoup. Alors je propose tout à fait autre chose. Je vais proposer, disons, ma modeste vision. Je ne sais pas si elle est modeste ou pas modeste. Je ne suis pas très modeste, je ne sais pas. On ne sait rien. Mais, je dirais,
modeste dans le sens de, si le Maharal il dit quelque chose, si les Chachamim c'est des calibres infiniment plus grands que moi, je ne peux pas me mesurer à ça. Mais, comme j'ai des questions là-dessus, je propose une autre lecture. Pourquoi est-ce que Moshe dit j'arriverai pas? Pourquoi Moshe dit je rentrerai pas? Je me dis, mais d'où ça sort? D'où il le sait? Oui. Ah, je vais vous dire. Nous, on imagine en général que Moshe ne veut pas amener le peuple pour quelle raison? Pardon? Et alors, ben, c'est tant mieux. Mais elle a peur qu'il ne soit pas autonome, qu'ils doivent compter à chaque fois sur Moshe, alors du coup, Non, ça c'est ce qu'on dit quand il dit c'est pas moi qui va aller jusqu'au bout. Mais pourquoi nous, quand on dit tiens, pourquoi Moshe fait tellement d'histoires quand on veut l'envoyer pour sauver les Bnei Israël? Comment nous on dit? Comment? Il a peur de ne pas être à la hauteur. Pardon? il pense que c'est Aaron que revient ce rôle. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été envoyé. Voilà, parce qu'Aaron est plus âgé, parce que lui bégaye, il ne sait pas s'exprimer. Bon, et des tas de trucs, on a l'impression que Moshe n'a que des prétextes de dire comme ça, il veut surtout pas y aller. Hein, en clair. On lui donne une mission fantastique de sauver les Bnei Israël. Ouais. Et Moshe, il fait pendant 7 jours, il est en train de se bagarrer avec Hachem pour dire non, 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 non. Mais pourquoi? Parce qu'il manquera d'Akaratov envers Paro. C'est lui qui l'a éduqué. Ça veut dire que Paro, il a éduqué Moshe et qu'il lui a tout donné dans la vie. Et que lui, maintenant, il va devoir aller contre lui. Mais il y a quand même beaucoup de plaies que Moshe a fait. Mais on dit qu'il n'a pas tapé sur l'eau. Ça, très bien, ça c'est ponctuel, mais c'est pas que quand il ne s'agissait pas de taper sur l'eau, que l'eau lui a rendu service, ou pas taper le sable, parce que le sable a aidé à enterrer eux, ça c'est précis, pas un truc général. Alors, on va dire Moshe, il veut pas y aller, il est trop modeste, il est tellement humble qu'il s'imagine. Ouais. Bon. Alors moi j'étais frappé, quand j'ai réfléchi à ce cours, j'étais frappé de dire, Moshe il a fait une très 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 grande chose dans sa vie. C'est de recevoir la Torah, n'est-ce pas? La Torah, c'est Torah de Moshe, n'est-ce pas? C'est lui qui a descendu la Torah, qui a apporté. On n'a jamais vu, à ma connaissance, que Moshe fait des histoires pour recevoir la Torah. Peut-être. J'aimerais que tu me dises pourquoi. Mais tu vois que je fais cette remarque, que si c'est une question de modestie, je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas y aller, je ne veux pas y aller, ça fait du tort. Alors Moshe Rabbeinu, on aurait attendu qu'il dise quelque chose aussi pour la Torah. Or, jamais Moshe Rabbeinu ne fait d'histoire quand on l'envoie pour une mission extraordinaire de recevoir, de descendre la Torah sur terre. C'est aussi important que de rentrer en Eretz au moins. Ouais? Jamais. Pourquoi tu dis que c'est différent? Faire sortir les Juifs d'Égypte, c'est-à-dire, ou les Allemands en Israël, c'est-à-dire que c'est recevoir la Torah. Je saurais pas. Bon, alors je sais pas si... Oui? Recevoir la Torah, c'est un fruit. C'est quelque chose qui va servir au Bnei Israël et c'est un cadeau. Alors que de se battre contre Paro, c'est juste gérer un livre. Alors que recevoir mais non, la Torah, mais une seconde, mais c'est la plus grande mission qui existe, les Bnei Israël. Pour cette Torah, il faut qu'ils rentrent en Eretz, ça n'a du sens que là-bas. Non, tu as trop écouté ce que Béla a dit, hein, de dire que c'est Akaratatov par rapport à Paro. Bon. Il y a un, il l'a vécu et l'autre, il l'a pas vécu. Et je vais te dire, pourquoi il n'a jamais dit ça? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a jamais dit à Hachem, je ne peux pas le faire parce que Paro, je lui dois trop. Il n'a jamais dit ça. Il a dit des tas de trucs, mais pas ça. Je parlais pas de ça, hein. Mais Béla, non, je dis par rapport à Béla. Oui. Ça vient d'Hachem. Comment? Parce qu'il sait que ça vient d'Hachem. Que même si c'est... Enfin, qu'en soit Paro, c'est juste l'intermédiaire. Et que c'était pas... Enfin, c'est pas non plus... Enfin, il est pas... Par rapport au fait de recevoir la Torah, il n'y a que lui qui pouvait recevoir la Torah. Ça veut dire... Pourquoi? Je croyais qu'il était tellement modeste. En fait, tout le fait qu'il ait refusé avant, ça lui a permis de pouvoir accepter maintenant. Ah! Ça lui a permis d'avoir le mérite de pouvoir recevoir la Torah. Non, S'il avait accepté, c'est pas parce qu'il est modeste que forcément il peut recevoir la Torah. Je pense parce que recevoir la Torah, ça n'a rien à faire avec rentrer en Eretz. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi il ne veut pas rentrer en Eretz. Il ne veut pas rentrer en Eretz. Pourquoi est-ce que... Mon problème, il est où? Mon problème, il est comment est-ce que Moshe peut dire je ne rentrerai pas en Eretz?
Alors, à moins de dire comme le Maharal, il a une prophétie d'un truc comme ça, alors on ne sait pas pourquoi déjà il est condamné à ne pas rentrer en Eretz, n'est-ce pas? Et à quel moment Hachem lui a dit, hein? Et pourquoi il lui a dit qu'il rentrerait pas en Eretz? Oui, ça c'est les questions que je pose sur le Maharal. Moi je dirais c'est pas ça, enfin à mon avis. Je dirais c'est pas ça. C'est que le fait de rentrer en Eretz, ça suppose une capacité de mener cette mission. C'est avoir charge du peuple et amener le peuple à sa réalisation. Il y a des choses sur lesquelles un homme a des capacités, il y a des choses pour qu'il n'ait pas de capacité. Si c'est pour recevoir la Torah, Moshe n'a aucun problème à ça. Pourquoi? C'est son domaine, c'est ça ce qu'il vit, c'est ça ce qu'il comprend, c'est comme ça qu'il fonctionne. N'est-ce pas? Moshe est toujours quelqu'un qui a besoin de comprendre. Il a toujours des refus quand on lui présente des choses, il dit pourquoi c'est comme ça, pourquoi il discute? Parce que lui, c'est quelqu'un qui est celui qui comprend les choses. C'est l'homme qui est fait pour recevoir la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? Loba Torah listom. La Torah ne vient pas pour cacher des choses. Au contraire, la Torah, c'est faire la clarté des choses, expliquer, mettre les choses en place, justifier, raisonner, réfléchir, nous rendre maîtres de la compréhension des choses. C'est ça la Torah. Moshe, par rapport à ça, il est l'homme, il est né pour ça. Vous comprenez? Ça, il ne fait aucun problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème de modestie. C'est l'homme de cela. C'est toujours, depuis le début du monde. Je voudrais comprendre quel est le nom, etc. Mais il a ses problèmes. Je commence à discuter pour comment c'est possible, etc. Moshe est un homme qui a besoin de comprendre, de posséder. C'est l'homme de la chorma. La chorma, ça veut dire recevoir la Torah. La chorma d'Akadosh Baruch Hu. Moshe, il est fait pour ça. Et ce n'est pas une question de modestie. D'accord? Mais il se rend compte, quand on lui demande d'aller en Eretz, alors le Midrash, il dit comme ça. Le Midrash sur le Shlach na beyat tishlach. Il dit, mais je ne comprends pas. Avraham Avinu, la grandeur d'Avraham, les descendants d'Avraham, c'est moi qui vais les amener. Ils sont à 600 000. C'est une dimension de peuple, une grandeur. Mais c'est un Chilul Hashem que moi, je les amène. Un petit humain, c'est pas lui, c'est un malach qui doit les amener. Pourquoi? Parce que la mission d'amener Avraham Avinu, les Avot, les descendants des Avot, tout un peuple qui descendait Avot, tu peux pas envoyer un homme, moi je comprends pas que tu m'envoies. Parce que c'est un Chilul Hashem, c'est rabaisser la mission, il y a quelque chose de difficile à comprendre. Vous comprenez? Moshe, il a besoin de comprendre, il ne comprend pas qu'on passe comme... Il dit, Hagar, quand Hachem il a renvoyé Hagar, il a envoyé 5 malachim pour Hagar, que la servante de Sarah. Pour la servante de Sarah, il envoie des malachim. Alors pour tirer le peuple, il ne va pas envoyer ça. Vous comprenez? Moshe, il a un problème qu'il ne comprend pas cette mission. Il ne la comprend pas. Ensuite, avec Aaron, le Midrash, il dit, tu crois que Moshe ne voulait pas y aller? Entre parenthèses, qui veut dire que ce n'est pas un problème, un refus de Moshe. C'est pas ça, c'est pas de cet ordre. Mais il dit comme ça. C'est vrai qu'Aaron, il est plus âgé que lui, mais je pense qu'il dit, et d'ailleurs, à un certain moment, vous avez dit quelque chose un peu du même genre, que Aaron, pendant 80 ans, il a toujours été, depuis qu'il était petit, ça a toujours été quelqu'un qui s'est investi pour le peuple. Il est resté avec eux, il est resté à leur côté. Moi, je débarque, moi, je débarque et c'est moi. Ça veut dire quoi? C'est pas normal, c'est une injustice. C'est pas seulement que Aaron, il est mon frère aîné. Bon, peut-être pas le frère aîné. Mais il y a quelque chose d'insupportable que le bonhomme qui toute sa vie s'est démené pour construire quelque chose, et une fois que la chose est construite, on met un autre directeur que lui. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui est incompréhensible. Le fait que moi je bégaye, que je ne sais pas m'exprimer, c'est incompréhensible qu'on m'envoie comme représentant d'Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, chez Paro, qui est un monde civilisé, un monde organisé, un monde de la politesse, un monde de la cour royale. Comment est-ce qu'on peut envoyer un type qui bégaye? Ça a l'air de quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu,
c'est pas des arguments pour pas y aller, dans le sens de je veux pas y aller, surtout pas moi, je suis trop modeste, etc. S'il était tellement modeste, pourquoi il n'a pas fait d'histoire pour recevoir la Torah? Mais il se rend compte, regardez ce que je dis, Moshe se rend compte qu'il ne peut pas être l'homme de cette situation, parce que tout ce qu'on lui demande, il ne comprend pas, il ne maîtrise pas ce rôle. Parce que lui, Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas comment Hachem il fonctionne, il est en train de faire le procès d'Hachem. Pourquoi? Parce que lui, c'est un homme du raisonnement, de la réflexion. Comment tu es en train de les faire sortir? Tu vas les sauver d'Égypte, et quand moi j'y vais, ça devient encore pire. Je ne comprends pas. Donc ça veut dire qu'il y a une incapacité de Moshe, je vais vous dire, ça c'est le point qui est important. Il a une incapacité de fonctionner d'après la Emouna. Lui, il fonctionne d'après la Chorma. Vous entendez ce que je dis? Je crois que ça c'est le vort ici. Fondamentalement, Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui comprend, qui a toujours besoin de comprendre, c'est sa chorma qui lui permet de pouvoir avancer dans la vie. Et rentrer en Eretz, vous savez, ça c'est un truc pour les Havot. Il faut être descendant des Havot. C'est-à-dire, avoir la Emouna. C'est pas que Chas de Shalom, que Moshe Rabbeinu n'a pas d'Emouna. Il a de la Emouna, mais sa façon de diriger, de fonctionner, d'avancer dans la vie, c'est de maîtriser les choses. Or, dans la vie, il y a des tas de choses que tu ne maîtrises pas. Alors, par rapport aux choses que je ne maîtrise pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut savoir que j'ai une Emouna Shlema dans Kadosh Baruch Hu. Vous voyez? Si vous voulez, les éléments, les moyens, les trounotes, les dispositions de l'homme pour recevoir la Torah, c'est quelque chose que ça ne peut être que Moshe Rabbeinu. Il n'y a aucun problème. D'accord? Pour rentrer en Eretz, il faudrait une mida des Havot. Les Havot, on leur dit quelque chose, ils ne discutent pas. Ils savent que Hachem, c'est... Mais ce n'est pas leur problème de maîtriser, de comprendre. Ce n'est pas des gens qui ont reçu la Torah. Les Havot n'ont pas reçu la Torah. C'est vrai qu'ils réfléchissent énormément. Mais les Havot, ils sont des serviteurs d'Hachem, de ce qu'Hachem il dit. Et puis, il n'y a pas à discuter là-dessus. Ils savent, quelle que soit la difficulté, à comprendre comment est-ce qu'Hachem il peut me promettre un fils et maintenant il me demande de l'égorger. Ouais, je crois, ouais. Ils s'interrogent pas. C'est pas leur problème. Leur relation avec Hachem, c'est la Emouna. Quand on s'engage dans la vie, il y a beaucoup de problèmes. Les choses, elles ne sont pas glattes, elles ne sont pas faciles, elles ne sont pas halak, il y a tout le temps des problèmes et tout ça. Alors, la vie, on peut l'aborder avec la Emouna. Je sais qu'un Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et ça me suffit. Ça me suffit de savoir. Ah, c'est difficile, je suis capable, moi, d'avoir la promesse de la terre et d'avoir ce chagrin terrible de ne pas pouvoir enterrer ma femme. Ouais, Abraham Avinu, il a une Emouna. Il fonctionne avec la Emouna, ça ne le dérange pas de ne pas comprendre. Oui, ça le dérange, ça lui fait mal. Mais il a de la Emouna, ça ne s'oppose pas. Moshe Rabbeinu n'est pas comme ça. Regardez. On dit par exemple, Moshe Rabbeinu c'est un Dayan. Yikov Hadin et Tahar. Il dit que la vérité, le din, ça transperce la montagne. Ça veut dire c'est la vérité qui s'impose. Moshe c'est un juge. Aaron, Mida Acheret Haitabo. Il a un autre comportement, dit l'Agmara dans sa vie. Un autre comportement. Que quoi? Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot, Bekarvan la Torah. Il aime les hommes, il se rapproche des hommes, il veut rapprocher les hommes du bien. Ça veut dire, Aaron, c'est pas un juge. Pourquoi? Parce que les dispositions d'esprit de Aaron ne sont pas des dispositions de juge. Un juge, il n'a que ce qu'il a devant lui, que ce qu'il voit, des preuves. On juge, on réfléchit, on tranche. Ça, c'est la chorma. Moshe Rabbeinu dit comme ça. Moshe Rabbeinu est très fort là-dedans. C'est pour ça que je pense aussi que Moshe, à 3 reprises, il s'est mis en colère. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la réalisation, dans la compréhension. Il faut que ça colle. Vous voyez, il y a un scandale, quelque chose qui ne correspond pas. C'est quelque chose d'insupportable. Ça n'enlève rien, ça, Emouna personnelle, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Aaron, il ne faut pas lui demander d'être un juge. Pourquoi? Il aime trop les hommes. Son problème à lui, c'est pas de dire qui a raison et qui a tort. C'est pas un problème de jugement. Son problème, c'est d'essayer de mettre les gens d'accord. C'est de faire vivre, c'est le shalom.
C'est Amidat Shalom. Moshe l'Amidat Haemet. Quand on veut rentrer en Eretz, l'Amida, c'est pas la Chokhma, c'est l'Amida de Emouna. Et je dis que comme Moshe Rabbeinu, il voit qu'il a tellement de problèmes avec ce que ça voudrait dire d'amener les Bnei Israël, c'est lui se sent disqualifié et il dit, je ne peux pas rentrer en Eretz, je ne peux pas les amener en Eretz. Alors maintenant vous allez me dire, alors on va essayer de voir peut-être les textes avec ça. Le premier texte dit que quand Rachid dit, Ani Ein Sofi, moi je ne finirai pas par les amener, ce n'est pas une prophétie ni rien. C'est le fait de comprendre que sa façon d'être, de pouvoir marcher, elle le disqualifie devant la vie. Pas devant la compréhension, pas devant la chorma, pas devant la Torah, mais dans le vivant, c'est autre chose que... Dans le vécu plutôt, c'est autre chose qu'on fait appel, je n'ai pas ça. Après on va dire, deuxième chose, il a fauté avec l'histoire de Paro. Il a fauté dans l'histoire du Paro. Alors en vérité, alors on dit, donc, il y a deux fautes, d'accord, hein, il y a deux. Alors je dirais là-dessus, à propos de Shaoul, on se demande, quand Shaoul a fauté en désobéissant à l'ordre d'éliminer Amalek, ouais, alors on lui dit, la Gemara demande dans Yoma Kavbet Amoudbet, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Amar Rav, Mipnema nena Shaoul, Mipne Shemachal al Kvodo, Shilemar Ubne Buyal Amrou, etc. Alors, la Gemara demande la chose suivante. Quelle est la faute que Shaoul a faite pour laquelle il sera destitué? Et alors, Rachid d'expliquer, Nena Shaoul, lavo l'idée d'avar chez Alav Nitol Mimeno Malchut. D'en venir à une situation dans laquelle on lui enlèvera le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait chez Shaoul? La question de la Gemara, c'est pas de dire quelle est la faute qu'il a fait pour être destitué. Ça, c'est marqué dans la Torah, que quand il n'a pas massacré Amalek, il a laissé Agag vivant, alors Shmuel lui a dit, voilà, tu es destitué. D'accord? Il lui a dit ça. Donc c'est réglé. Le problème, on sait ce qui se passe. Qu'est-ce que la Gemara demande? Pourquoi c'est arrivé? Hein? Elle ne demande pas pourquoi c'est arrivé. Pourquoi il ne va pas en Eretz? C'est pas ça la question, ça on sait. Le texte nous le dit. Mais qu'est-ce qui a fait dans Shaoul que Shaoul il a pu faire cette faute-là? Alors, Rashi continue. Mipne, shemitrilat malchuto machal al kvodo, vegila al atzmo, she'eno kedai limloch. Parce qu'au début de son règne, il a montré, il a été mochel sur son kavod, il a renoncé à son kavod, et avec ça il montre que c'est pas un roi. Qu'est-ce que c'est? Quand Shaoul a été nommé roi, il est parti se cacher avec les baguettes. je ne parle pas de ça. Quand Shaoul, c'est pas de ça, c'est vrai aussi, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça. C'est que Shaoul, quand il a été nommé roi, il y a des gens, des Bnei Belial, des gens sans foi ni loi, des voyous, ils lui ont pas fait ce qu'il fallait faire, envoyer un cadeau. Il y a un cadeau de reconnaissance, on te reconnaît comme roi. Et nous, on fait un beau cadeau au roi pour montrer, on sent la grandeur du roi et que ça cavote pour nous d'avoir cet homme comme roi. Et il y a des gens, ils ont dit, mais Yoshi nous est, qu'est-ce qui va nous servir celui-là? Et Shaoul, au lieu de les punir, il s'est tu, il a gardé le silence. Ça veut dire quoi? Shaoul est un homme exceptionnel, exceptionnel. On lui fait la chouma de sa vie le jour où il devient roi. Hein? Le jour où il devient le plus grand président, pas des États-Unis, d'un truc sérieux. Hein? Il devient président le roi d'Israël. Et il y a des gens qui lui montrent du kavod. Il garde le silence. Ça veut dire qu'il ravale. Il ravale ça. Mais il montre que c'est pas un roi. Pourquoi? Il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est la couronne. Il porte la couronne. Au nom de la couronne, on n'a pas le droit de laisser faire une chose pareille. Tu n'es pas un roi. Que toi, à titre personnel, tu sois un tzaddik exceptionnel, c'est ton problème. Haloim katon ata benecha, rosh ifte Israël ata. Même si tu es petit à tes yeux, c'est formidable d'être tellement humble et tout ça, mais tu es le chef d'Israël. Tu dois te comporter comme le chef
c'est pas toi qu'on manque du kavod, c'est à la couronne qu'on a manqué du kavod. Tu n'avais pas le droit, tu n'es pas propriétaire de la couronne. Tu es l'esclave de la couronne. Le premier serviteur de la couronne, ça doit être le roi. Donc il a montré avec cela qu'il n'était pas digne d'être roi. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des fautes dans lesquelles il y a quelque chose, une incapacité. Il n'a pas été destitué parce qu'il a renoncé à son kavod au début. Oui, mais on voit que c'est ça qu'a fait, qu'il y avait chez lui quelque chose qui fait qu'il n'est pas capable de tenir la distance. Il ne peut pas être un roi parce qu'il est mochel le kavod. Il ne sait pas se comporter comme un roi. Vous entendez? Donc, moi je dirais la même chose ici, un peu sur le même modèle. Quand par rapport à Paro, il commence à faire le procès d'Hachem, je dirais, c'est vrai que c'est à cause de ça qu'il ne rentrera pas en Eretz. Mais c'est pas à cause de ça. Vous voyez, comme Shaoul. C'est à cause du fait qu'il a été mochel sur son kavod qu'il ne rentrera pas en Eretz. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas à cause de ça. C'est ça qui va amener, qu'est-ce qui a fait que chez lui, c'est quelqu'un qui sera incapable de. Je dirais, Moshe Rabbeinu, il montre au départ la faute, déjà où tu vois que tout est là-dedans, c'est que lui, c'est quelqu'un qui juge. C'est lui qui réfléchit. C'est lui qui remet en question. Donc il n'a pas la mida de rentrer en Eretz. Il n'a pas la émouna, il a de la émouna personnelle, c'est sûr, mais il n'a pas de la émouna nécessaire pour mener le peuple. Vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'il en viendra à ce qu'à la fin du parcours, il frappera le rocher. Il manquera de émouna. C'est aussi un problème de émouna. Vous voyez, le fait qu'il manque de émouna par rapport à Kadosh Baruch Hu et qu'il juge à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui va faire qu'à la fin, il sera aussi dans un problème de émouna. Ata sofra chez l'otamine, comme dit l'Agmara, toi tu finis par ne pas croire, et c'est ça la mida. Mais je dirais c'est la même faute. La même faute qui fait que toi tu fonctionnes d'après ta façon d'être, c'est ça qui dès le départ a dit que Moshe, ça sera pas. Il sentait bien qu'il n'était pas l'homme de la discipline. Il a essayé de faire de son mieux. Ouais, voilà. Mais là-dedans, la première fois on a vu qu'il n'avait pas cette mida, c'est que par rapport à Hachem, il n'a pas eu de émouna, il n'a pas fait jouer la émouna, il a fait jouer la Torah, la Chorma, et c'est ça ce qui va amener qu'à la fin, il manquera vraiment d'émouna, et il ne pourra donc pas rentrer en Eretz. Oui, et c'est ça qui va verrouiller, juste une seconde, et c'est pour cela que quand il est en train de dire « Teviemo vetita emo », j'aurais dire, mais ça c'est le fonctionnement que lui ne se sent pas du tout quelqu'un qui peut amener le peuple. Pourquoi il dit « Hachem va vous amener » et va vous implanter là-bas. Je ne sais pas si c'est la nevoie, comme dit Rashi ou pas, mais je veux dire, parce que pour Moshe c'est évident qu'il n'est pas l'homme qui peut rentrer en Eretz. Mais quand, à la fin, à l'histoire de Yitro, ils sont à la dernière étape pour entrer en Eretz. Ça y est, la dernière étape est là. Alors il dit, bon, il n'y a rien qui s'est passé. Donc quelque part, peut-être à titre individuel, je vais rentrer en Eretz. Ça veut dire, si ce n'est pas à titre de meneur du peuple pour lequel je suis disqualifié parce que je ne suis pas l'homme qui les mènera à bout, alors, à titre individuel, peut-être que maintenant je peux rentrer. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, ça?